Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo. Je suis sûr que vous l'attendiez, la critique sur le nouveau film de Disney, La Belle et la Bête, sorti en 2017 de Bill Condon. C'est un film qui est tiré de la version courte de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. C'est un mix entre une recréation et une reimagination de la version du dessin animé de 1991 aussi. C'est un film avec plein d'acteurs assez connus, Emma Watson, Luke Evans, il y a aussi Ewan McGregor, il y a Josh Gad, il y a Dan Stevens, Stanley Tucci, Ian McKellen et Matt Thompson. Un beau monde pour un film qui a coûté 160 millions de dollars. Il en a déjà rapporté 470 dans le monde. Gros succès, on pouvait s'y attendre, bien entendu. De ce que j'ai lu, 160 de budget de film pour la production et 140 de budget de publicité. Donc pour un budget global, environ 300 millions. Donc il doit rapporter au minimum 600. Mais je pense que pour être rentable, il peut totalement le faire. Il a déjà plus de 400 millions alors qu'il vient à peine de sortir. Je pense que le film rentrera dans ses frais. Il dure 2h09 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien, c'est Belle qui voit son père se faire prisonnier par une bête monstrueuse et va décider de prendre sa place. Et bien sûr, nous connaissons tous après la grande histoire d'amour romanesque mise en image par Disney. Une première fois en 91, ce grand dessin animé, un classique de l'âge d'or des années 90 de l'animation de Disney, et ici un film live. Je suis allé le voir avec beaucoup d'appréhension. J'étais très déçu par ce qu'on voyait sur internet, les extraits. Je trouvais que ça avait aucune âme. Alors bien sûr, je voulais voir le film quand même pour me faire une idée. Et j'en suis ressorti extrêmement déçu. Et je peux vous dire que là, extrêmement déçu, c'est la version polie. Parce que quand j'étais sorti, c'était du facepalm pendant toute la séance. C'était incroyablement nul. C'était mauvais. Alors, on peut aimer, bien sûr, mais il y a des choses qui sont vraiment très très mauvaises. Surtout si on considère, c'est du conditionnel, hein, mais si on considère que c'est un remake de la version de 91, c'est un exécrable remake. Alors, bon, on va voir quelques points en détail, ce sera pas complet, parce que là on pourrait revenir sur chaque scène et je pourrais déglinguer le film dans son intégralité, à part 2-3 points qui sont quand même notables, mais le film est vraiment mauvais, hein. Et ce qui est très étrange, c'est que j'ai eu une espèce de séance du malaise, parce que je voyais le film se développer avec les scènes que nous connaissons, et c'était une expérience vraiment très étrange, parce que ça imite, mais ça rate complètement. Donc on est là, on est frustré parce qu'on reconnaît la scène et on a un peu de nostalgie par rapport à cette scène et on se rend compte en même temps qu'il y a quelque chose qui est tout, régressif. C'est-à-dire qu'on a une scène, on la reconnaît, elle fait partie aussi du film de 91, elle est différente, certes, mais elle est beaucoup moins bien faite. Alors on va revenir sur quelques points. Bien sûr, le film est regardable. Ok, ça fonctionne. Si on devait faire des comparaisons, c'est là où le film s'écroule complètement. En tenant tout seul, il y aurait même des problèmes d'ordre temporel et de montage, mais on va essayer de revenir sur quelques points, pas sur tout, hein, je préfère le préciser. Pour commencer, ce film est une suite de l'espèce de tendance maintenant de faire des films live, hein. On avait déjà des bazars avec Maléfique, Alice, Cendrillon, Le Livre de la Jungle, Peter et Elliot le Dragon. Après, bon, il y a eu d'autres adaptations avant, hein. Les 100 Dalmatiens ont eu des adaptations, 2 je crois. Ce sont tous, là dernièrement, des gros succès. Je trouve que le plus potable reste Cendrillon par rapport aux autres. Peut-être tout simplement parce que celui avec Cendrillon a le moins d'effets spéciaux de synthèse. La Belle et la Bête s'installe dans ce groupe de films pour nous faire ressentir une nostalgie. Mais étant donné que, quand même, quand vous regardez le film attentivement, c'est assez différent, eh bien la nostalgie, vous l'avez en regardant le film de 91, pas en regardant le film de 2017. Je pense que si le film de 91 était vraiment obsolète, techniquement, émotionnellement, narrativement, on pourrait éventuellement penser qu'il faudrait le remettre à neuf dans une nouvelle version. Ce qui est le cas par exemple de Peter et Elliot le Dragon. Ils ont bien fait de restaurer un petit peu ce film. De même que
dans un certain sens, La Belle au bois dormant, c'est un film d'animation qui est beaucoup plus daté, donc refaire une nouvelle version, même si c'est pour changer le contenu, en se focalisant sur le personnage de Maléfique, c'est correct, de même que le livre de la jungle. Mais La Belle et la Bête, c'est quelque chose de beaucoup plus récent et de beaucoup plus coté. Le film s'insère déjà dans leur tendance à faire plus de pognon que de faire quelque chose d'artistique. On y reviendra bien sûr après sur l'artistique. On pourra revenir sur tous les points du film, hein. Pour moi, ils sont tous mauvais. Je trouve que le film ne ressemble pas à son modèle. Il ressemble à son modèle dans les situations, dans les codes couleurs, des personnages, de certains décors, mais au niveau de la production design, au niveau du découpage, au niveau des mouvements de caméra, au niveau de la rythmique et des enchaînements, des scènes, ça n'a pas grand chose à voir. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées et le problème c'est quand on attaque un film aussi reconnu par toute une génération, eh bien le moindre petit changement peut nous faire l'effet d'un coup de tonnerre. Et ben moi j'ai eu des coups de tonnerre à peu près tout le temps pendant le film et ça m'a beaucoup gêné. En pensant modérer la prise de risque via une fidélité totale au matériel d'origine, eh bien Disney va probablement accoucher d'un espèce de monstre qui se veut très semblable et en même temps très différent, parce que le film live ne peut pas forcément recréer certains mouvements, certaines idées de plan aussi facilement qu'en animation, on est beaucoup plus libre. C'est un film qui ressemble, qui est censé nous recréer une nostalgie, mais qui n'y arrive pas. Parce qu'il est paresseux, il est trop conscient de son potentiel succès. Ce qu'ils font là, et j'espère que ça n'aura pas d'impact en fait, c'est qu'ils rebootent notre culture. Alors pas à nous qui sommes... Enfin, je parle pour moi et les gens avec moi qui avons plus de 20 ans et qui avons connu ne serait-ce que la VHS de La Belle et la Bête, ou avoir vu carrément le film au cinéma, La Grande Classe, et donc qui avons été touchés par ces films des années 90 et à qui on ne nous l'a fait pas. Par contre, ce film peut avoir un immense impact sur des gens qui n'ont pas connu la version à sa sortie ou à la sortie de la VHS, qui l'ont connu bien plus tard, qui ont peut-être éventuellement pas été aussi impactés. Donc ils auront eu leur impact, je pense vraiment à des enfants, à des gamins, avec ce film-là. Non seulement ce film se destine à un public beaucoup plus jeune, parce que ce film, faut le savoir, est beaucoup moins violent que le film de 91, c'est très curieux, mais c'est le cas. J'y reviendrai sur ce petit point un peu plus tard, mais aussi le film convoque les gens plus âgés pour leur faire ressortir une nostalgie. Mais je trouve que c'est quand même une fausse nostalgie. Le film se tient tout seul, mais à peine. Il a besoin de son modèle pour exister et être reconnu, hein. Aucune idée. Mais aucune idée si ça va plaire réellement à quelqu'un qui n'a jamais vu le dessin animé. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas du tout. Il faudrait demander si quelqu'un qui n'a jamais vu le film de 91 et qui regarde ce film, quel effet ça lui fait, quel impact ça lui fait. Donc voilà, moi ce serait la question par rapport à ce film-là. Le film, je trouve, a un problème, c'est que... Et c'est le réal qui le dit, c'est quand même assez malheureux, hein, mais c'est le réal lui-même qui le dit en interview, il ne voit pas ce qu'il peut faire de plus, tant l'œuvre est parfaite, dit-il en plus avec un espèce de petit rire gêné. Bah oui, bah ça se voit, le mec ne peut pas faire plus, donc malheureusement, étant donné que ce n'est pas quelqu'un de très brillant dans sa carrière, eh bien il fait moins. Il a fait des films, bien sûr, il a fait des films télé. On y reviendra plus tard sur le découpage et la mise en scène, mais le mec n'est pas imaginatif pour un sou. Et pourtant, il y avait tout. Je veux dire, le script qui est celui du film est complètement naze parce qu'ils ont voulu en faire plus, donc aussi étirer la durée du film, donc rajouter des choses, casser des rythmes en allongeant par des petits bouts, ne serait-ce que déjà dans les scènes chantées, mais aussi dans le scénario. On enlève des scènes qui sont trop fortes, des mariages refusés par exemple, quand Gaston se présente chez Belle pour le mariage, hein, dans le dessin animé, et qui se fait mettre à la porte comme un malpropre, et bien cette scène elle est enlevée
dans le film. Voilà, sûrement parce que ça devait être trop violent de faire une demande en mariage qui est refusée aussi violemment. Oh là là, le public puritain américain, il va pas aimer cette scène, donc on va pas la mettre. Donc vous voyez, des choses comme ça. Je pense maintenant les producteurs sont beaucoup plus sensibles à certains thèmes pour ne pas froisser des communautés. Ici, je pense la communauté religieuse. Le film est boursouflé de tas de petits ajouts supplémentaires, mais qui ne sont pas nécessaires et qui alourdissent le récit. Si on caractérise bien le personnage, on n'a pas besoin de parler de son passé, n'est-ce pas ? Ça me donne une impression d'être bâclé, puisqu'il y a aussi des sauts temporels, des ellipses extrêmement mal gérées. Les scènes ne s'enchaînent pas très bien, il y a même des ruptures à des moments, des ruptures brutales avec des noirs au milieu, blam. Tu te dis, what, les mecs, on dirait qu'ils n'ont pas terminé le montage. Il y a quand même certains blocages à des moments qui sont même des moments clés. Pour moi, ce script est bâclé. Et ça, c'est dû, je pense, à des scénaristes de seconde zone, avec un gars qui a fait un nombre énorme de directs ou vidéos Disney. On sait très bien ce que ça vaut scénaristiquement, ce genre de film, c'est très limité. Et là, on le propulse pour un film qui va être distribué dans le monde, qui est un récit romanesque monumental. Et bien sûr, pas d'expérience, manque de structure. On lui demande de faire un film plus long. Ils savent pas quoi faire, donc ils brodent des trucs. Enfin, si je commence à rentrer vraiment dans le scénario, là on n'a vraiment pas terminé, hein. Sur chaque scène il y aurait des choses à dire, et j'ai pas le film devant moi, donc je suis désolé d'être aussi synthétique. Vous avez peut-être l'impression que je parle un peu pour ne rien dire parce que je vous illustre pas avec des exemples, mais je pense que j'aurai tout le temps de développer certains petits éléments par la suite. Je trouve ça paresseux parce qu'ils ont quand même la structure de base du film de 91 qui était quand même s'il allait extrêmement vite, une structure en béton armé. Il y a quasiment pas de déchets dans le film de 91. Hein. Alors, le problème du film de 91, c'est que c'est très vif et ça va très vite, trop vite même, mais il n'y a aucun déchet et ça veut dire ça balance quand ça doit balancer, c'est émotionnel au bon moment, la musique est calibrée, c'est vraiment efficace. Dans ce film-là, on fait tomber l'émotion à certains moments alors qu'il aurait peut-être pas fallu. Ils avaient le scénario de Linda Woolverton sous la main et ils étaient incapables de faire un bon remake. C'est quand même assez incroyable, ne serait-ce que de faire un film de 1h45. Ça fera plus de distribution dans les salles, ils pourront programmer plus de séances. Et les mecs, non, on va faire 2h09. Je trouve ça forcé, ça rajoute des scènes pour les acteurs. Parce que bien sûr, l'animation, les personnages, on s'en fout. Donc ils peuvent avoir une durée à l'écran plus ou moins grande. Ce n'est pas important. Et bien dans le film, il faut avoir bien sûr un certain nombre de minutes pour un tel ou tel acteur. Je suis sûr que dans certains contrats, c'est stipulé. Donc c'est assez malvenu dans un film live d'essayer de structurer à partir du film d'animation. C'est une imitation d'une adaptation d'une version écourtée. Hein, on s'éloigne de plus en plus du récit originel. Enfin, bon, pas totalement, parce que bien sûr les mecs, ils ne savent pas quoi raconter de plus, donc ils rajoutent des choses qui sont issues de l'histoire de base. Il y a le père de Belle qui vient cueillir une rose. Ça, c'était pas dans la version de 91. On a des sœurs de Abel qui demandent au père des choses abracadabrantesques, un singe, une robe ou des choses qui valent plutôt cher. Et bien sûr, Belle, elle n'est pas dans ses futilités, ses banalités matérielles et demande une belle rose. Voilà. Donc, bien sûr, ses sœurs se moquent d'elle et ça renforce un contraste que Belle, voilà, est à part, est un individu exceptionnel dans la famille et même dans le village. Donc voilà, là on propose vraiment quelque chose de fort et la rose est la bienvenue. Ici c'est gratuit, ça n'a pas vraiment d'impact. Et ça c'est un petit peu embêtant. Et je peux vous dire que la scène où il essaie de cueillir la rose, c'est encore plus pitoyable. Hein. L'apparition de la bête n'est absolument pas iconisé. Hein. Que ça soit quand il y a le père, on a des gros plans sur des pieds et après une espèce d'ombre un peu mal cadrée parce que le plan est trop proche du personnage de Kevin Kline, du père. Et quand on a la scène dans la prison, là dans la tour, mais c'est consternant le découpage. Le découpage est nul, t'as pas peur de la bête. Qu'est-ce que franchement, je suis énervé parce que j'ai les images du dessin animé dans la tête.
dans le film, mais c'est une espèce de faux jumpscare en fait. C'est tout nul, c'est un champ contre champ bidon. Il n'y a pas de faire monter la tension sur l'apparition. C'est faible. C'est pour ça que je dis qu'en fait le mec, ok, il a fait Twilight, Dreamgirls, c'est du téléfilm quoi, du téléfilm. Il n'y a pas de iconisé. Le mec ne connaît pas ce mot quand on voit le film. Il y a quelques plans qui sont beaux, ça dure 2 secondes. Bon après vous savez, là je m'emballe, mais c'est un film Disney. C'est un film qui doit être invisible, c'est un cahier des charges, assez standard, voire mauvais. Une niaiserie, mais que on peut accepter. Bon, la niaiserie, voilà, c'est Disney, il y a une certaine innocence dans le film. Bon, moi, je peux plutôt accepter, c'est plus ou moins, mais les situations sont plutôt sympathiques. Je trouve, par exemple, quand il y a Belle qui veut pas se faire chier avec le linge, eh bien, elle crée un petit système pour laver le linge plus facilement avec un âne qui tourne autour de la fontaine du point d'eau. Et bien sûr, il y a les gens qui se disent « Oh là là, mais elle pense trop, c'est pas bien !» Oh, bon, d'accord. Et il y a un petit litige. Et là, quand il y a Gaston qui se rend compte qu'il y a un petit litige avec la Belle, elle se dit « Oh là là, mais c'est le moment de la sauver !» Il dit, je crois en anglais « Hero time !» C'est-à-dire, c'est le moment de l'héroïsme. Et ça c'est un peu niais, mais je trouve ça vraiment bien. Voilà, c'est un petit ajout qui est plutôt pas mal. C'est un film, je pense, pour la famille, parce qu'il est inoffensif. J'ai du mal avec ce film. J'ai du mal avec ce film parce qu'il touche à ma sensibilité. Il touche à un film que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est pas facile de faire toute une réflexion autour du j'aime ou j'aime pas. J'accepte complètement le fait que les gens aient aimé, mais de dire que ce film est bien, est aussi réussi que la version de 91, ce n'est objectivement pas le cas. Vous connaissez la version de 91, certains sûrement la connaissent mieux que moi, sur le bout des doigts, au plan près, à la réplique prête. Vous connaissez le film de 91, vous ne pouvez pas dire que ce film est bien. Franchement, je vous mets au défi dans les commentaires de me dire que ce film est mieux ou aussi bien que la version de 91. Objectivement parlant, vous pouvez avoir aimé. Il n'y a aucun souci avec ça. Et je vous envie même d'avoir aimé. Mais objectivement parlant, dans les faits, dans la production, dans le découpage des scènes, vous ne pouvez pas dire que ce film est bien. Ou dans ce cas-là, prouvez-le moi, tout simplement. Il ne s'agit pas, je pense, de ma part, de parler de haine du film. Enfin, je savais très bien que j'allais pas aimer en rentrant dans la salle. Par rapport, alors là, c'est peut-être une différence que je peux opérer, c'est que je m'attendais à avoir un film mauvais, selon mes critères, par rapport à un autre film, par rapport à Godzilla, qui est sorti en 2014, où là, je m'attendais pas à ce que ça soit mauvais. Voilà, donc j'étais un petit peu surpris, mais voilà, je fais ma critique et après j'en parle plus, et je l'oublie, c'est pas l'espèce de truc où je vais le ruminer pendant des mois et des mois, non, je dis ce que j'ai à dire dans la vidéo, et après j'en parle plus, hein, et ça s'arrête là. Il s'agit pas d'une haine qui se transforme en rancune ou des choses comme ça, c'est un film, on va voir s'il va rester ou être oublié. À mon avis, il va être oublié. Facilement. Et le film de 91 sera de toute façon supérieur. Mais ça, on le verra, dans le temps. Hein. C'est un film qui est plus joyeux que le film de 91, qui est beaucoup plus inoffensif. Je parlais d'inoffensif pour plusieurs aspects. Le premier de ces aspects, c'est le château. Le château, dans la version de 91, avait toute une série de gargouilles, de lieux très très sombres et d'idées répugnantes. Pour vous donner un exemple, quand le père est embarqué par la bête pour quitter le château, parce que Belle a pris sa place, eh bien on voit juste en fond la bête traîner le père dans les escaliers. Bon, voilà, ça s'arrête là, dans le film. Donc c'est pas une image très répugnante. Mais dans la version de 91, je crois me rappeler que la bête traîne avec beaucoup de violence le père à l'extérieur du château et l'enferme dans une espèce de carriole qui se transforme en une version cauchemardesque de la carriole citrouille de Cendrillon, avec des pattes comme une araignée, en plus avec un bruit d'insecte là.
qui commence à se déplacer dans l'enceinte du château comme une araignée. Et c'est répugnant ce truc-là. Tu vois, une espèce de machin de charrette vivante. Enfin, c'est affreux. Vous voyez ça quand vous êtes enfant, vous êtes traumatisé. Enfin, franchement. À un moment, il y a un miroir qui est cassé et on voit plein de faces de Belle qui explosaient en fait dans le miroir. Ça, c'est aussi assez violent comme image. Bien sûr aussi des passages où on magnifie le château. On montre que c'est un château gigantesque, mais littéralement dans lequel on peut se perdre, avec des plafonds. On a l'impression que ce sont des plafonds de 20 mètres de haut. C'est colossal. Dans le film, c'est beaucoup plus réduit parce qu'ils ont fait le décor en vrai. Et donc, on ne peut pas faire des dimensions colossales et over the top. C'est là où l'animation a beaucoup plus de force parce qu'on peut créer des décors qui sont illimités. Dans le film, non, c'est pour ça que la bibliothèque aussi, elle est un peu minable, la bibliothèque, par rapport à la version de 91. Il n'y a pas une démesure, voilà, donc le film n'est pas dans la démesure, et elle est dans la retenue. Donc je trouve, par rapport à la version de 91, une régression. Autre point encore, les loups. Problème, c'est que bien sûr, ce ne sont pas de vrais loups, ce sont des loups en synthèse, ça se voit, et ils sont mal filmés. Ils ont en même temps un espèce de chef qui a un œil crevé, c'est un peu un signe distinctif pour donner une hiérarchie, pour dire attendez c'est encore plus, donc c'est un petit peu maladroit. Les loups sont aussi beaucoup moins agressifs parce que dans le dessin animé, il y a un loup qui essaye de choper Belle et qui arrive à arracher un bout de son vêtement pour la faire tomber avant que la bête saute pour la sauver. Et aussi les loups dans le dessin animé attaquent Maurice. Je crois que c'est au pied ou au mollet. Ici, absolument pas. Ici, Maurice est sauvé par son cheval qui s'est pas barré. Là, le cheval dans le film de 91, c'est terrifiant parce qu'il se barre tout de suite. Et le pauvre Maurice, il est dans la forêt tout seul. Et la forêt est vraiment montrée comme quelque chose de très menaçant avec une espèce de brume et tout ça. Là, c'est une forêt qui est enneigée et on a toute une scène où Maurice se fait poursuivre par les loups et c'est presque un petit peu comique parce que tout d'un coup, il voit plus son cheval. Il tombe comme ça et hop, il retombe sur son cheval. Voilà, une espèce de truc comique. Alors bien sûr, ça c'est une dédramatisation assez importante. Les loups sont fake. Qu'est-ce que vous voulez Aujourd'hui, je trouve que c'est... On dirait qu'ils font plus l'effort d'amener des dompteurs. Pour eux, c'est peut-être moins coûteux d'utiliser des effets spéciaux. Comment voulez-vous qu'on y croie ? Quand vous avez un petit peu de culture d'image, que vous avez vu des films, j'entends par là, vous voyez ces loups, vous n'y croyez pas une seule seconde. Ils ont beau faire du sound design et mettre des tonnes de bruits de loups et des bruits de pas et essayer de travailler un petit peu la fourrure, on n'y croit pas une seule seconde. Quand on a un film qui serait entièrement en virtuel, c'est le pacte du film. Donc on peut y croire. Quand on voit les loups en animation, nous sommes dans un dessin animé, on peut y croire. Ici, c'est quand même un film avec des choses concrètes à l'écran. On est quand même en attente de quelque chose de concrètement présent. Ici, ce n'est pas le cas. Tout est fake. On dirait que c'est juste Maurice sur un demi-cheval en plastique avec du fond vert de tous les côtés qui est en train de simuler un galopage. C'est ridicule. Et de même que pour la scène pour Belle et la bête qui vient la sauver. Mais c'est un découpage qui est risible. La scène dure 2 secondes. C'est bâclé. Mais c'est vraiment bâclé. Le découpage est inintéressant au possible. Et pour finir, peut-être la bête qui n'est pas du tout iconisée, comme je vous le disais, et menaçante. Dans celui-ci, il a 2 pattes quasiment tout le temps. Donc, comment voulez-vous créer une bête, une moitié animale, sans ces petits aspects, sans ces éléments? Il grogne, il hurle jamais. C'est plus un humain qu'une bête. Ça, c'est peut-être du fait qu'il soit beaucoup plus âgé aussi. On y reviendra sur la bête de toute façon. Il y a plein d'aspects qui sont plus joyeux, plus gays dans cette version-ci que dans... Et c'est le cas de le dire gay, dans cette version-ci que dans la version de 91. Et ça, c'est encore une fois une régression. On aurait pu être juste au même niveau, mais non, on régresse encore davantage. Le combat final, tant qu'on y est, eh bien, il n'est pas du tout iconisé. On ne montre jamais la force de Gaston. C'est juste une espèce de course-poursuite sur des toits. On s'y perd complètement. L'espace n'est pas respecté. Il n'y a pas un duel vraiment entre les deux. C'est juste Gaston qui tire avec un pistolet, bien sûr, lâche comme il est. Parce que, encore une fois, les mecs, ils ont rien compris. Gaston, c'est le mec viril, c'est la force. On vante sa force pendant tout le film. À la fin, on veut voir un débat
déballage de force. Dans le dessin animé, Gaston, il arrache un bout du château, un espèce de truc en pierre, et il commence à tabasser la bête. Et après, il y a un duel, il s'échange quelques coups, et bon, c'est la bête qui gagne. Et à la fin, Gaston a une arme de corps à corps et plante la bête, donc c'est encore une fois une démonstration de physique. Ici, c'est juste je tire avec mon flingue, mais c'est complètement nul. C'est pas Gaston. Gaston, je veux bien comprendre, ok, c'est un chasseur, mais il n'y a rien de très intéressant que de chasser la bête avec un coup de flingue, c'est montrer sa force, quoi. Mais là, le Gaston ne montre pas sa force. Alors autant la scène, voilà, est un peu vertigineuse parce qu'ils se battent sur les toits, il y a plein de petites passerelles et tout commence à tomber en miettes. Mais en termes de confrontation de personnages pour Belle, on n'y est pas du tout. Enfin, je veux dire, ils auraient pu faire une véritable confrontation entre Gaston qui veut absolument avoir Belle et donc il va confronter la bête, mais là, c'est même pas palpable, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment mal joué. Bien sûr, cette scène de combat final ne se déroule pas sous la pluie, parce que dans le dessin animé, c'est épique, il y a de la pluie, un orage, enfin, en plus ça permet de faire des flashs visuels, vraiment de travailler quelque chose. Ici, c'est plat, voilà, c'est juste, voilà, un ensemble de CGI plus ou moins réussi et une scène qui est brouillonne, voilà, bon, c'est comme ça. Chose qui est par contre bienvenue, et Dieu merci, ils sont pas allés jusque là, c'est que la fin, elle est terminée. C'est-à-dire que nous n'allons pas avoir une franchise La Belle et la Bête. Quoique ils seraient capables, les fourbes. Ils n'ont pas fait comme le livre de la jungle. Le livre de la jungle de John Favreau, on ne fait pas revenir Mowgli chez les hommes pour permettre de nouvelles aventures, pour instaurer une franchise, ce qui est complètement la débilité la plus absolue, puisque c'est quand même le livre de la jungle par Disney, un récit d'apprentissage pour faire apprendre à Mowgli certaines leçons avant qu'il devienne un homme et qu'il rejoigne les humains. Donc là, le film de Disney propose plus une espèce de suite de petites scènes qui sont plus ou moins morales et dont la fin n'est même pas résolue, puisqu'il reste avec les animaux. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je trouve ça assez régressif du côté du livre de la jungle. Ici, c'est régressif pour un autre aspect, mais j'en parlerai un peu plus tard de cet aspect. La fin est ultra décevante, mais pour un aspect qui est juste, encore une fois, un aspect de mise en scène et d'iconisation, mais voilà, le mec n'y connaît rien, donc c'est normal que la fin soit complètement ratée. Les personnages, parlons-en un petit peu, il y a quelques trucs intéressants, quelques changements de taille. Nous avons ici, avec Belle, un personnage qui est... on va dire féministe, qui tend à un équilibre entre la relation homme et femme, puisque le féminisme c'est pas la pouvoir aux femmes, mais c'est un équilibre équitable entre ce qui est attribué aux hommes et aux femmes. Voilà, un respect mutuel dans les lois, dans la relation avec l'autre, la relation sexuelle aussi avec l'autre. On veut créer une harmonie entre les deux sexes. Ici, le film, je trouve, essaye d'instaurer un plus fort équilibre entre la relation entre Belle et la Bête, puisqu'il y a une grande différence entre ce film et le film de 91. Je trouve ça complètement dingue que personne ne l'ait remarqué, c'est que dans ce film, la Bête est beaucoup plus âgée. Nous voyons, et ça c'est un gros défaut je trouve de ce film, c'est qu'on voit le passé de la bête, alors que dans le dessin animé ça nous a été suggéré par des vitraux et une voix off. Ici on montre un passé, nous voyons clairement que le prince, eh bien il n'a pas 16 ans le prince, il est beaucoup plus âgé, et je dirais même qu'il a dépassé 25 ans, donc on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà connu beaucoup de choses, qui est déjà éduqué à fond, alors que l'intérêt du dessin animé c'est que c'était un gosse qui était mal élevé et qui a grandi adulte complètement déséquilibré et surtout très seul. Eh bien ici, nous avons quand même quelqu'un qui est beaucoup plus équilibré mais qui est juste assez grognon parce que il n'y a pas grand chose dans sa vie, quoi, et ça je veux bien le comprendre. Donc il y a un déséquilibre qui est beaucoup plus intellectuel, je veux dire, qui est beaucoup plus régulé dans cette version-ci. Il y a par exemple quelque chose qui m'a manqué, c'est l'isolement. On ne veut pas isoler les personnages dans ce film. On va encore parler un petit peu de la façon d'iconiser les personnages. La maison de Belle, dans la version de 91, eh bien, elle est à l'extérieur du village et Belle doit faire un chemin pour aller jusqu'au village. Donc on montre que c'est une individu un peu particulière, donc on l'isole
thématiquement du village en mettant la maison de son père à l'extérieur. Donc je trouve ça complètement cohérent avec ce personnage. De même que dans la chanson sur Gaston, Gaston est dans un énorme siège près du feu, isolé du reste de la salle, du bar, de l'auberge. Hein, alors que dans la version de 2017, la maison de Belle est au milieu du village, au milieu d'une place. Gaston, dans sa chanson, est au milieu de toute la foule, avec des gens qui lui massent les épaules sur le côté. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose qui est très différent, qui tend à moins forcer certains traits qui sont pourtant évidents dans le dessin animé, mais qui sont ici sont beaucoup plus diffus. Donc j'ai presque l'impression que du fait de certains choix comme celui-ci, des choix de décor, des choix de placement de personnages, eh bien ils ont l'impression d'avoir beaucoup moins d'impact sur le spectateur, et donc ils créent de faux liens, de nouveaux liens pour redynamiser un petit peu la caractérisation et l'iconisation en inventant des passés aux personnages. Passé de Gaston, il a fait la guerre, bon, ok, bon, à la limite ça on ne s'attarde pas trop dessus, mais Belle, elle a tout un passé avec sa mère, mais on s'en fout. C'est pas parce que vous avez passé des dizaines d'années à ne pas parler de certains parents dans certaines familles de vos classiques Disney que maintenant il faut faire l'inverse, il faut faire tout un truc sur les parents. Ce n'est pas utile. Ça veut dire que ce n'est pas utile pour qu'on se rende compte de la caractérisation présente du personnage. Faites la caractérisation par ses actions. C'était très bien le fait d'inventer un peu le lave-linge avec cette âne qui tourne autour du point d'eau. Voilà, ça c'est une caractérisation de l'ingéniosité de Belle et de sa façon aussi de trouver des choses plus pratiques. Alors que le passé du personnage, c'est clairement une idée qu'on pourrait retirer là actuellement du montage du film, sans que ça gêne quoi que ce soit. Je comprends pas, voilà, ce choix de passé du personnage, de même que nous montrer le passé de la Bête, avec tout un passage, oui, le père il était méchant, donc la Bête, le prince il est méchant et tout ça, mais on s'en fout. Mais ça, c'est toute cette mode du préquel et tout ça, ça leur fait disjoncter un câble au scénariste. Il faut toujours tout expliquer. Non, oh là là, il faut rien laisser dans l'ombre, bien sûr, parce que sinon ce serait un comble. Donc on montre le prince dans son passé en train de se faire pouponner, en train de se préparer pour un bal. Alors aussi, grande différence, à croire que ça ne sert pas à grand chose le film, en fait tout ce qui se passe, puisque on peut partir du principe que le prince dans le dessin animé était tellement jeune, avait peut-être 15-16 ans, qu'il ne connaissait pas l'amour, qu'il ne connaissait pas la relation à autrui, et quand cet enfant gâté voit une vieille mendiante devant son palais, ben, il lui dit « Mais non, mais toi t'es une pauvre conne, hein, moi je veux pas t'ouvrir, hein, même si t'as une rose entre les mains. » Donc on peut bien croire que cet enfant pourri gâté a été puni et qu'il va vivre jusqu'à l'âge d'adulte, de jeune adulte, à 21 ans selon le dessin animé. C'est quelqu'un qui reste encore très très jeune et qui doit découvrir les choses. Dans le film, on montre une scène de début de film sous les auspices de la séduction, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui semble connaître les femmes, qui semble déjà avoir goûté aux femmes. Donc après, tout d'un coup, cette difficulté de rencontrer quelqu'un, de lui parler, je trouve que ça fait complètement faux. Alors bien sûr, on peut être dur du fait de la solitude par la suite, mais franchement, je ne vois pas... il a une éducation prestigieuse, il y a aussi une façon de se comporter, et je n'imagine pas qu'on puisse oublier ça en quelques années, alors que notre seul désir, c'est de retrouver notre forme initiale. Donc il y a une espèce de faux discours, de faux problèmes, de faux enjeux du fait qu'ils aient fait largement vieillir en fait le personnage. S'ils nous avaient pas montré cette intro, on ne se serait pas rendu compte de l'âge avant la transformation. Peut-être qu'il a déjà été prince assez tôt, trop tôt. Il y a ce problème d'âge qui me gêne vraiment. Pour commencer le film commençait, je voyais déjà que ça me plaisait pas, cette idée-là. Alors dites-moi un peu ce que vous en pensez de cet âge-là. Alors là, vous pouvez penser que c'est du pinaillage, mais bon, au final, c'est quand même le centre de l'histoire, hein. Donc bon, là, la Bête, elle est vaguement grognon, mais elle est pas méchante, hein. Là oui, en plus, il y a un truc complètement aberrant. Donc on y est, on va continuer encore un petit peu. Hein, on a la Bête, voilà, qui aime Belle, très clairement. Il y a eu la scène de danse, mais il y a Belle qui veut retrouver son père. Donc on a la Bête
qui la libère. Et après, on a Big Ben qui vient voir la bête. Alors, tout se passe bien et tout ça. Il y a la bête qui lui dit, je l'ai laissé partir. Quoi? Mais comment ça se fait? Pourquoi? Et là, c'est un truc complètement... Mais c'est aberrant. C'est scénariste en carton-pâte. Mais en carton-pâte, dans le dessin animé, c'est très clairement dit. Il y a la bête qui se retourne vers Big Ben et qui dit « Parce que je l'aime ». Et c'est la bête qui le dit. Donc on a par cette phrase prononcée par la bête l'affirmation claire et nette qu'il y a la bête qui est en attente de l'amour. Parce que c'est lui qui dit qu'il l'aime. Donc en termes de scénario et caractérisation de personnage, c'est la bête là qui tend la main et qui attend que Belle fasse le pas suivant pour la réunification finale, pour qu'elle lui dise « je t'aime ». Voilà, donc ça c'est fort, ça c'est extrêmement réussi. Dans le film, moi je m'attendais, il va dire « je l'aime », ça va être magnifique, avec un retournement du personnage et tout ça. Et là... et là, il y a un insert sur Madame Samovar qui dit « oh mais parce qu'il l'aime !» Mais c'est complètement con. Laissez la bête exprimer ses sentiments, mais c'est incroyable. C'est pas étonnant après qu'il soit pourri gâté et qu'il ne comprenne rien à l'amour si vous lui laissez pas faire ses preuves. Non mais ça, c'est un défaut scénaristique. Bien sûr, après, il y a une chanson où il exprime son désespoir et tout ça, mais il aurait peut-être fallu aussi le dire, parce que dans la chanson de désespoir, c'est à chaque fois, oui, j'attendrai ton retour et tout ça, mais il faut dire aussi, je t'aime, et je pense pas que ça aurait été une redondance de faire je t'aime ou je l'aime et après la chanson. Non, mais là, il fallait que la bête prononce ces paroles, parce que ça fait après écho à la fin quand il y a Belle qui dit « je t'aime ». Non, mais de toute façon, c'est une incohérence totale, ce scénario. Il n'y a que des problèmes de tous les côtés. Et encore là, je suis sûr que je suis, on va dire, approximatif et synthétique, parce que je n'ai pas le film sous les yeux, et je l'ai vu qu'une seule fois. Mais si je le revoyais plusieurs fois, il y aurait tellement de trucs à déglinguer. C'est tellement raté. Franchement, c'est raté. C'est incroyable, quoi. Ils sont deux scénaristes. Ils ont une histoire de base de 91 qui est solide comme tout. Et ils font n'importe quoi. Parce qu'ils ne... Je pense que du fait que le film de 91 soit tellement exceptionnel que les gars, ils voulaient pas faire recopier au plan par plan ou au dialogue près. Donc ils voulaient faire des changements et ils ne savaient pas quoi faire. Et oui, ça se voit. Encore une fois, ça se voit. C'est complètement aberrant. La relation est plutôt honnête. Hein. Elle est plutôt... elle n'a pas grand-chose de plus. Il y a quelques aspects où on parle de littérature. Je pense que le film aurait pu gagner en temps et en épaisseur et en relation avec des scènes de relations supplémentaires pour créer peut-être du conflit et en même temps justement gagner du temps pour arriver à ces 2h09, non pas en créant des trucs sur le passé de Belle ou des choses comme ça, mais en découvrant le château. Par exemple, tout simplement. Une scène d'ailleurs qui a été enlevée, c'est Big Ben après... ça on pourrait en parler aussi, mais je vais en parler tout de suite, comme ça c'est réglé. On a la scène de C'est la fête, la chanson, j'en parlerai après. Et après on a un noir, blam, on a un cut au noir. On n'est pas dans un clip vidéo de MTV, on est dans un film. Dans le dessin animé, on a une continuité avec Belle qui dit « oh, c'était formidable » et tout ça. Et après, il y a Big Ben « ah, mais je vais vous faire visiter le château ». Et après, on a Big Ben qui, avec lumière, qui accompagne Belle jusqu'à sa chambre. Et on a, voilà, une espèce de découverte des grands couloirs du château. Et voilà, il faut faire découvrir un peu ce grand château, ces grands couloirs, ces grandes pièces. Bien là, la bête aurait pu lui montrer davantage dans une espèce de montage un petit peu cuté, un petit peu rapide pour lui montrer les jardins, peut-être l'endroit où on entrepose l'argenterie, ou je sais pas moi, sûrement l'endroit où il y a les richesses, parce que sûrement la bête doit avoir des tonnes de richesses. On nous dit au début du film qu'elle taxait le village les plus beaux objets, mais qu'on nous les montre ces beaux objets, on nous les montre pas, on voit très très peu de choses. Les salles sont assez vides. Là, la salle par exemple où on a la rose, ah oui, ça aussi on peut en parler, la salle où il y a la rose, il y a le tableau, il y a un ou deux trucs par terre, et après c'est une espèce d'immense vide jusqu'à la rose. On dirait que la pièce a été créée pour poser la rose.
Alors que dans le dessin animé, c'est une salle qui est un véritable capharnaüm avec des toiles déchirées qui empêchent de voir la rose en fait. Et des tables de tous les côtés qui sont griffées, arrachées, bien sûr le fameux tableau griffé. Hein. On sent que c'est un endroit qui a beaucoup d'objets, de meubles un petit peu partout. Alors que dans la scène du film, c'est vachement vide. C'est vraiment l'autoroute du regard sur la rose. Enfin bon, et en plus la rose qui reste dans sa cloche de verre, Belle n'enlève pas la cloche de verre, ce qui était justement un signe de transgression. Retirer la cloche de verre et vouloir toucher véritablement physiquement la rose. Et bien sûr, là, la bête, elle pète un câble et lui hurle de sortir. Et là, dans ce film, c'est complètement raté. Il n'y a pas de violence quand il dit « Sortez !» Eh bien là, dans le film, c'est pathétique. Non mais c'est pathétique. Oh, je suis choqué, mais toutes les scènes émotionnelles, fortes, violentes, c'est réduit. Elles y sont, bien sûr qu'elles y sont. Mais c'est réduit, mais à un point si ridicule que c'est du facepalm constant. Ça a été du facepalm constant pour moi. Je suis vraiment très remonté contre ce film parce qu'il y avait moyen, ne serait-ce si ça avait été un remake au plan près, vraiment au plan par plan, parce que c'est pas le cas là, hein, mais au plan par plan, je pense que j'aurais été enchanté de revoir, de re-entendre les mouvements, la fougue. Là, c'est tellement changé parce qu'ils se sentent tellement comprimés. Parce qu'il y a un cahier des charges trop fort, que les choix esthétiques du dessin animé étaient couillus et que le film n'ose pas prendre ses choix esthétiques, ses choix de caractérisation aussi. Hein. Je vous parlais de la scène de mariage qui a été enlevée, hein, donc ça veut peut-être dire aussi quelque chose sur l'évolution des mœurs et sur les contraintes du studio maintenant. Donc il y a plein de choses qui sont vraiment très différentes. Je n'ai pas du tout terminé la critique. Ça va être encore une critique gigantesque. Je suis vraiment désolé. Hein. Je vais terminer avec ce truc sur le passé de Belle parce que c'est vraiment ridicule. Elle parle de Paris et de la mère. Le père ne veut pas en parler parce que c'est pas une bonne histoire pour elle. Mais voilà, la mère a contracté la peste. Alors Belle, elle veut savoir. Donc elle va utiliser une espèce de grimoire donné par la fée à la bête pour qu'elle voyage. Enfin, c'est un truc qui n'a aucun sens, qui est inutile. Et le truc qui est dingue, c'est qu'on te dit « Oh, je vais aller à Paris. » Alors, c'est bien, on va aller à Paris. Non, on reste dans un moulin à 30 km de Paris. On voit la ville un peu au loin avec Notre-Dame. Et nous, on est dans un petit moulin, c'est-à-dire une espèce de petit décor tout réduit en studio. Ça casse le rythme vraiment beaucoup. Et ce qui casse, tant qu'on y est, alors déjà, ce truc avec le bouquin magique, bon, c'est vraiment inutile, mais les mecs ne savent vraiment rien créer de plus. Donc, ils ont inventé un espèce de tout un arc en fait scénaristique autour de Belle qui est franchement pas utile pour sa caractérisation et pour sa féminisation et son côté aventureux, ingénieux. Elle ne se laisse pas faire, mais ça on n'avait pas besoin de parler de la mère. Ah oui, tu es aussi intrépide que ta mère. Bah, oui, mais bon, oui, ok, mais ça n'apporte rien de plus quoi. Bon, il faut savoir aussi comment renforcer, créer de nouvelles intrigues, mais qui vont renforcer l'intrigue principale. Parce que alors là, ça n'avance à rien du tout. Alors là, on peut dire que oui, dans ce cas-là, il y a un parallèle entre la mère de la bête qui meurt et la mère de Belle qui meurt. Donc ils ont perdu leur mère et tout ça, c'était des bonnes mères. C'est pas mis en avant cette idée, par exemple. On a un vague parallèle, mais c'est pas tant mis en avant et c'est pas utile en fait. Il y a, je trouve vraiment un problème avec cette extension de scénario pour une extension de durée de film. Une aberration, une de plus, c'est une aberration en termes de rythme. On est dans le climax du film. Imaginez, il y a Gaston avec tous les gens du village qui viennent attaquer le château. Belle, il faut absolument qu'elle sorte du carrosse destiné à l'asile. Donc il y a quelque chose d'important à faire. Il faut y aller maintenant, il y a une urgence. Voilà, il y a vraiment une urgence. Et là, Belle, elle est en train de philosopher sur le destin de sa mère avec son père. « Ah oui, je connais ce qui est arrivé à ma mère. Oh là là, il faut pas que tu aies peur. » « Mais je n'ai pas peur. Mais on s'en fout. Faut aller sauver la bête. » Dans le dessin animé, ça va droit au but. Alors, ça va peut-être même trop droit au but, ça va très vite. Mais au moins, on perd pas notre temps. Là, c'est une espèce de moment de relâchement alors qu'on doit aller à fond la caisse. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on nous crée de l'adrénaline en faisant venir Gaston avec tous les villageois pour enfoncer la porte. Ça fonctionne vachement bien. Et tout d'un coup, on a tous dialogue dans le carrosse avec le père
Maurice et Belle, qui nous fait redescendre la tension. Mais le dialogue durait tellement longtemps qu'après, il fallait que tu redémarres à zéro pour nous faire remonter la tension. Parce que le dialogue était trop long et qu'il n'était inutile. Et que dans l'adrénaline de l'urgence, ça n'avait aucun lien. Donc les mecs s'abordent leur propre suspense, leur propre adrénaline pour le spectateur. C'est-à-dire ces scénaristes qui sont des gens pas très doués, je le pense vraiment. En tout cas pour cette adaptation-là, ont littéralement sabordé le climax. Non seulement pour après les choix dans la bataille finale entre Gaston et la Bête, mais aussi pour ce choix-là. Et ce sont des petits... Là, j'ai l'air d'en faire une montagne, mais ce sont des petits choix, mais qui, cumulés, transforment le film en une monstruosité. Gaston, quant à lui, eh bien, Luke Evans, il est très viril. Je pense, j'aurais préféré Hugh Jackman, mais Luke Evans s'en sort vraiment bien. Il a un super costume, d'ailleurs, au passage. C'est très pimpant, les couleurs. Hein. C'est très flashy. C'est quelqu'un qui a fait la guerre, donc là, il se la ramène. Franchement, il chante plutôt bien. J'étais très content. Sa chanson est pas mal. Elle est un petit peu tirée en longueur, où à un moment, il fait un duel d'épée. Parce que là, ça fait beaucoup penser, par exemple, au show de Broadway. Je ne l'ai pas vu, mais je suppose qu'on doit avoir ce genre de choses pour le show de Broadway. Donc il y a une espèce d'extension de la musique et en même temps tout un changement avec le fou qui essaye d'épeler son nom. Alors du coup ça étire. Toutes les musiques ont une espèce de petit étirement par moment, des petits ajouts de pauses musicales avant les nouvelles paroles. Et tout ça, ça fait beaucoup ralentir le rythme et le souffle de la musique. C'est assez agaçant. Je crois que c'est le cas pour à peu près toutes les musiques. C'est un bon choix de casting. Il s'amuse. On voit que Luke Evans s'amuse complètement. Généralement, les acteurs sont plutôt bien. Après, bon, je trouve qu'Hermione ne joue pas très très bien. C'est très mécanique, hein. Ce qu'on lui demande de faire des fois sur des inserts. Et du coup, étant donné que la mise en scène est tellement mécanique, des fois, ça a du mal à passer, je trouve. Hein. Particulièrement pour les scènes de chant. Pour la comédie musicale même, je trouve que c'est tellement mécanique qu'on s'y perd complètement. Et concernant son aide de camp, le fou, alors c'est le grand débat, le réal est un homosexuel, donc il s'est senti obligé presque, je pense, de rajouter un homosexuel dans le film, sachant que dans le dessin animé, il a été jamais dit que le fou est un homosexuel. Je pense qu'il est tout à fait concevable d'être un véritable loser, un petit homme loser, un peu stupide, mais qui a envie de briller et qui a envie finalement de faire son petit chemin en étant à côté de l'homme le plus classe du village. Donc on a beau être un débile, un idiot et un faire-valoir, un bouc émissaire, c'est quand même sympa d'être ami, d'être un pote avec le mec le plus classe du village. Hein. Donc je pense que dans le dessin animé, c'est cette idée-là, pour essayer de profiter de son charisme et de sa force et de sa protection. Moi, j'ai toujours vu comme ça le fou. En attendant, c'est aussi le copain. Il ne s'agit pas d'une relation homosexuelle. Alors, début mars 2016, Bill Condon a révélé lors d'une interview que le fou serait ouvertement gay dans La Belle et la Bête. Le réalisateur parle d'un jeu subtil. Bon, moi je trouve pas vraiment. On a des pauses dans le dialogue pour mettre en valeur les répliques de le fou. Donc du coup, ce n'est pas subtil puisque le dialogue prend la pause sur le personnage. Josh Gad joue un gay, mais je pense que le terme grande folle serait beaucoup plus adéquat. En plus, il s'appelle le fou, donc c'est plutôt ne pas prendre de risque d'appeler un homosexuel le fou. Voilà, donc bon, on a beau dire que oui, c'est ouvert d'esprit tout ça, le gay dans l'affaire s'appelle quand même le fou, donc ce n'est pas l'homosexuel tout à fait juste et sans moquerie, je pense, hein, donc ce n'est pas forcément très valorisant. Après, le film est vraiment clair dessus, il n'y a pas d'équivoque. Dans le film de 2017, le fou est homosexuel. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé. On a une évolution qui ne plaît pas à tout le monde, c'est normal, c'est un sujet quand même qui est délicat. Il n'est pas homosexuel dans le dessin animé, mais je pense que ça permet après d'augmenter les moments comiques dans le film, en plus des moments comiques avec les objets et le personnel. C'est plutôt réussi. Pour moi, ça m'a pas fait grand chose. Il y a une ou deux blagues avec Lumière et Big Ben qui m'ont fait sourire, mais c'est assez inoffensif. On a aussi un autre personnage, une aberration, encore une de plus, la fée.
je n'ai aucun problème à ce qu'elle apparaisse dans l'introduction qui nous narre le passé de la bête, du prince. Elle apparaît bien sûr sous la forme d'une vieille femme et se métamorphose sous ses yeux en une créature enchanteresse, comme ils disent dans le dessin animé. C'est-à-dire que c'est un côté redondant en fait, on nous le dit et on nous le montre, on dirait les tactiques de journaux télévisés quoi, on dit ce qu'on voit. Il y a un procédé qui est en trop, soit la voix off, soit le visuel, mais bon, cet aspect-là, ça va, mais le problème, c'est que la fée, elle revient à la fin, il n'y avait pas besoin, on nous dit que la rose, elle est enchantée, pourquoi on devrait remontrer la fée? On a la rose qui, elle-même, peut inverser le sortilège, au moment où Belle dit « je t'aime ». Non, là, il faut que la fée, elle vienne comme ça pour qu'elle se rende compte que, oh là là, finalement, Belle, elle aime la bête. Donc on va revitaliser la rose et tout va revenir à la normale. Encore une fois, une aberration, ça sert à rien. T'en as pas besoin. En plus, il y a des inserts un petit peu insistants sur ce personnage féminin capuchonné, mais tu vois très bien que c'est la fée, au milieu des villageois. Enfin, c'est lourdingue, c'est inutile, mais c'est fou que les mecs, c'est vraiment 2 neurones, quoi. Les gars ont 2 neurones, ceux qui ont fait ce scénario. Hein. Et je pense que c'est au scénario que ça se joue, ce genre de personnages et ces apparitions. Parce que c'est prévu dans la continuité dialoguée, ce genre de choses. Et si c'est prévu par la suite, eh bien c'est la faute du réal qui est un incompétent. De toute façon, l'incompétence du réal, on va en discuter un petit peu plus tard. On est censé être en France. Censé. C'est très questionnable comme idée, mais on est censé être en France, et à chaque fois qu'ils parlent de bouquins qu'ils sont en train de lire, ce sont des bouquins anglais. Alors Roméo et Juliette, la table ronde. Quand ils ont sorti ça, Arthur et la table ronde. Ah ouais, ok. Donc en fait, en France, on n'a pas de grands écrivains, de grands récits à cette époque-ci. Ok, c'est sympa. Alors qu'on est censé être en France, hein. Je dis ça, on a des fois vraiment pas l'impression, quoi. Avec, bien sûr, vous savez, ces noms très français, hein. Dick ou Stanley. C'est vrai qu'on sait très bien qu'en France, tout le monde s'appelle Stanley, hein. C'est des noms anglais. Alors, bien sûr, c'était dans la version de 91. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, version de 91, en français, ils ont changé quelques noms. Alors qu'en anglais, c'était bien Tom, Dick and Stanley. Donc, des noms bien anglais. Alors, bien sûr, pour contrebalancer avec ça, ils se sentent obligés de rajouter un nom bien français pour bien signifier qu'on est en France, parce que ça n'y paraît pas. Quand on a la chanson Bonjour, eh bien il y a Belle qui dit « Oh bonjour Monsieur Jean !» Monsieur Jean, mais c'est ridicule. Dans le dessin animé, elle va voir le boulanger pour lui parler du livre qu'elle a lu, et elle dit « Bonjour monsieur !» Voilà, et ça s'arrête là. Et sûrement, alors je m'en souviens plus en VO, mais je crois qu'en VO, elle dit aussi « Bonjour monsieur !» Et là c'est Monsieur Jean, pour bien dire, attention, Jean c'est un nom bien français, parce qu'on est en France. Parce que ça n'y paraît pas, mais si. Non mais bon, c'est comme si c'était le seul problème. Non, franchement, il y a des problèmes partout dans ce film. Et le réalisateur disait en interview que les studios de cinéma gouvernent avec les chiffres, ce qui calibre toujours plus les films. Eh bien, je crois que il a bien fait de le dire en interview, parce que là, c'est une affirmation claire et nette que c'est le studio qui a géré le film et pas lui, parce qu'il y a un nombre on va dire, de commandes dans le film et ça pue. C'est incroyable. Rien qu'un truc qui est complètement aberrant. Dans un sens, il y a une certaine logique par rapport à une logique de production et de quota, mais dans le film c'est complètement fou. Ce sont les noirs. Oh là le raciste. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'un film qui se passe à une époque quand même assez précise, en France, dans un petit patelin, il n'y a pas des noirs en libraire, hein. Alors quand on voit Belle arriver chez le libraire, je me suis dit ah mais on va être chez ce petit homme avec une petite voix, ah mais tu l'as déjà lu 2 fois. Mais moi je m'attendais à ça quand je voyais le libraire, et tout d'un coup je vois que le libraire il est noir. J'ai failli hurler de rire. Le libraire est noir. Non mais c'est un truc de fou quand même. Vous voyez ça. Mais déjà, je crois qu'il y avait un truc qui me donnait déjà la puce à l'oreille. C'est que on a cette fameuse introduction qui est une aberration. Hein, cette introduction du film où on a les hôtes, donc les gens que le prince a invités chez lui. On a eu un nombre d'aristocrates et de personnes de couleur dans l'aristocratie française à cette époque. Mais vous vous foutez de qui là? Donc là, on voit très bien que c'est même pas raconter un conte qui se passe à une certaine époque. Non, c'est
le marketing qui a dit il faut des gens de couleur dans ce film parce que sinon on va se mettre à dos la communauté. Et je n'aime pas ressentir ça dans un film, je veux que ça soit invisible, ce genre de cahier des charges. Et si ça se voit, le mec joue bien, mais ce n'est pas un rôle pour cette époque-ci représenté dans le film, quoi. Quand on voit ça, on se dit très bien que, ok, le film, il n'en a rien à foutre du conte, il n'en a rien à foutre de l'époque. Et tant mieux, parce que c'est au début du film. Mais voilà, quand on est très attaché au dessin animé, on veut croire que on peut encore faire quelque chose de bien, mais non, le film s'entête. Alors, bien sûr, le réalisateur, film télé, ça se voit, c'est très télé, alors c'est appliqué, mais ça n'a aucune âme, c'est une coquille vide, des chants contre chants, ça s'arrête là. Alors c'est beau, mais c'est pas de son fait. La production design, c'est quelqu'un qui sait vachement bien faire, c'est Sarah Greenwood. Alors Sarah Greenwood, elle a fait les Sherlock Holmes à la production design. Les Sherlock Holmes sont quand même assez beaux, mais elle a surtout fait Anna Karenine. Anna Karenine, je sais pas si vous l'avez vu, faut le voir, c'est vraiment ultra beau. Les costumes sont super dans ce film-là. Et en fait, quand on voit La Belle et la Bête, quand on se renseigne un petit peu, on se rend compte qu'en fait il y a toute l'équipe de production de design, des décors et des costumes de Anna Karenine qui a déboulé sur le film. Et ça se voit, le film est très beau au niveau de ses costumes, c'est super beau. Alors là, la robe de Belle, elle est magnifique. Même la Bête, quand elle est en costume pour la scène de danse, c'est super beau. Les décors, même s'ils sont petits par rapport à la version du dessin animé, c'est super beau, c'est doré de tous les côtés. Mais ce n'est pas... le réalisateur n'y est pour rien. Les majordomes du château, quant à eux, les CGI sont plutôt bien faits. En même temps, on les voit assez souvent, donc il faut quand même que ce soit bien fait cette affaire. Mais il n'y a pas beaucoup de gros plans sur eux. Donc on a toujours un peu l'impression que ce sont des petits jouets, pour faire vendre, bien sûr, par la suite, des jouets. Donc ils ont quand même fait des efforts sur Lumière, parce que c'est un personnage qui va chanter, donc on a des gros plans sur Lumière quand même pendant le film, mais autrement, on les humanise... on les humanise difficilement. Alors Dieu merci, ce sont des gens qui sont des adjuvants à la Bête, donc on s'y attache quand même assez. Et puis bien sûr, il y a le dessin animé qui vient nous aider aussi sur l'attachement au personnage, mais c'est compliqué. On va attaquer maintenant rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire finalement, la scène de la danse, l'histoire éternelle. Alors la musique semble être à peu près la même, mais la scène est une aberration, parce que c'est mal filmé. On peut trouver ça bien filmé, d'enchaîner des plans larges sur les deux personnages qui dansent, mais dans le dessin animé, on faisait aussi jouer les émotions en mettant des gros plans sur la Bête qui est surprise de bien pouvoir danser, parce qu'encore une fois, la Bête ne connaissait pas la relation avec une femme, donc il découvre la danse avec une femme et justement se tourne vers son personnel, vers Lumière et Big Ben qui lui font le pouce levé pour dire ouais, vous y arrivez maître, c'est super. Alors que bien sûr dans ce film là, eh bien la Bête, le prince, sait déjà danser puisqu'on le montre dans cette scène d'introduction. Donc en fait cette scène de danse, elle vaut pas grand chose, elle a beaucoup moins d'enjeux. Les mecs se tirent une balle dans le pied dès le début du film, c'est quand même malade. Et la séquence n'est pas très intéressante à voir, c'est un enchaînement de plans généraux, t'as envie de voir le visage de Belle, tu le vois vaguement quand elle commence à tourner, mais à peine tu vois son visage qu'elle est déjà cachée par la Bête. La Bête prend une place monumentale, tu vois pas Belle, on dit elle est toute écrasée, faut se rapprocher des personnages, il faut montrer un peu d'émotion. Qu'est-ce qui se passe dans cette danse? Je trouve qu'à ce niveau-là, la danse dans le film de Christophe Gans est beaucoup plus réussie, parce que, et c'est là où le film aurait pu être tellement ouf, c'est dans le film de Gans, la scène de danse, c'est la scène la plus réussie du film à mon sens. On a la Bête qui, par la danse avec Belle, se souvient de son passé, et donc de toutes ces grandes fiestas avec plein de froufrous et de gens autour de lui, et il revit un peu son passé glorieux, et ça le rend très très ému, et justement il remercie la Belle de lui avoir fait vivre ce moment-là. Dans ce film, c'est pas le cas, alors qu'ils avaient des plans
d'une fiesta. C'est celle de l'introduction, justement. Mais non, donc là, c'est complètement plat. Et c'est pas... On parle de ce fameux plan avec le lustre, c'est-à-dire cette caméra qui monte, comme ça, qui montre le plafond, et qui après... Autre plan, redescend avec un grand mouvement très ample sur une salle immense. Ici, la salle, elle est plutôt petite, hein. Mais dans ce film-ci, il y a un truc très étrange qui se passe, c'est que tout d'un coup, on a la caméra qui monte. Alors je me suis dit, oh, on va voir le plafond avec les anges et une énorme fresque incroyable sur le plafond. Non, non, on va juste en montrer qu'il y a des instruments de musique sur les côtés du mur qui sont en train de jouer. Comme on a une espèce de clavecin vivant qui est joué par Stanley Tucci. Ok, c'est bien sympathique, mais pourquoi cette séquence aurait un statut particulier au niveau de la musique? Parce que dans les autres séquences, quand même pas mal de fois, on a une musique qui est extra-diégétique et les gens chantent. D'ailleurs, maintenant, je crois bien me souvenir que dans la séquence avec Gaston, on a le fou qui paye un petit orchestre pour faire de la musique dans l'auberge. Ici, on a quand même des instruments de musique qui se mettent au diapason de la chanson principale pour accompagner les deux danseurs. Je ne vois pas pourquoi, dans ce cas-là, on le fait. On invite de la musique intradiégétique dans la fiction à être joué comme ce personnage du clavecin et pas dans d'autres séquences. Donc il y a une espèce de déséquilibre alors que dans le dessin animé on n'a pas cette idée là, à part un seul moment où on a dans l'histoire éternelle un porte-manteau qui fait du violon à côté de la Belle en se penchant comme ça délicatement. C'est clairement une référence à La Belle et le Clochard. Bien sûr, dans La Belle et le Clochard, il n'y avait pas de violon, mais c'est clairement cette idée d'accompagner musicalement la romance qu'on retrouve aussi dans La Belle et le Clochard, parce que les gens, quand ils ont fait le dessin animé, ils connaissaient leur classique. Hein. Mais voilà, on a une espèce de choix assez étrange, et tout d'un coup, dans cette scène de danse, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est que les lumières s'éteignent, et après, on a une espèce d'envolée, c'est le plan qu'on voit tout le temps dans la bande-annonce, avec les espèces d'éclairages comme des étoiles tout autour des personnages. Ça dure 2 secondes. C'est le seul truc à peu près amusant qu'on a dans cette séquence-là, c'est tout. Autrement, c'est-à-dire ils se font la révérence pas dans la grande scène de l'escalier, c'est un moment iconique, hein, ils se font la révérence et après, juste après les révérences, il y a Madame Samovar qui commence une histoire éternelle. Mais non, là c'est dans la pièce où on va danser. Donc je ne comprends pas aussi ce choix-là de différence, comme ça on iconise moins la scène de l'escalier, alors que c'est bien aussi d'iconiser dans ce moment en plus qui est symétrique, donc une symétrie parfaite, une harmonie parfaite entre les deux personnages. Encore une fois, iconisation. Le mec ne comprend pas ce mot. C'est incroyable, mais c'est une... voilà, moi je suis complètement... Je devrais être blasé, mais moi ça m'énerve de voir qu'il y ait des choix tellement évidents, tellement simples à faire. Ils ont le décor, ils ont les personnages, ils ont même le découpage technique du dessin animé et ils n'osent pas le faire tel quel. Parce que le dessin animé était tellement parfait que les mecs, maintenant, ils ne savent plus quoi faire. Et donc, ils ont fait que des choix différents. Et du coup, la quasi-totalité de ces choix sont mauvais. Le film d'animation est un storyboard géant qu'a refusé d'utiliser le réalisateur. Le réalisateur est incapable de le transcender. Incapable. C'est que du champ contre champ. Vous connaissez le découpage du film de 91, vous voyez que c'est très différent ici. Il y a un montage au passage, mais qui a aussi des problèmes sur les ellipses. Le moment où Maurice part, il se fait choper, et le moment où Philippe revient auprès de Belle, il y a un problème d'ellipse. Alors que dans le dessin animé, on nous fait passer le temps. Enfin, ce qui est intéressant dans le dessin animé, c'est qu'on nous fait passer le temps. Donc on oublie un petit peu le problème du père. Parce qu'il y a cette scène de mariage où Gaston veut inviter Belle. Donc après, Belle termine sa chanson Bonjour, là, avec le moment Mélodie du bonheur, hein, sur la colline. Eh bien, ici, on le fait presque dans la foulée de la première partie de la chanson. Donc là, ce qui arrive, c'est que le père se fait enlever et quasiment même pas 1 minute après, hop, on a tout de suite Philippe qui arrive, Philibert je crois en français, mais Philippe, donc en anglais, le nom du cheval, comme ça, qui arrive devant Belle et qui est tout énervé, et Belle, oh là là, il faut sauver mon père et tout ça. Alors que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de relancer l'intrigue du sauvetage du père, après justement avoir développé un autre arc scénaristique, celui de Gaston et de Belle. Donc encore une fois, là c'est un choix de montage que je trouve beaucoup moins efficace, parce que ça semble rushé, ça semble un peu... le cheval il vient de partir, hop, tout d'un coup il est là. Tu dis, ah ouais, il y a en fait toute la forêt à
à parcourir, les loups à éviter, et hop, le Philippe, il est là dans la seconde, quoi. C'est un peu n'importe quoi, quand même. Hein. La scène entre Belle et les loups, ce n'est pas très intéressant, c'est aussi paresseux. Dans le dessin animé, je suis désolé, mais je vais faire toujours des comparaisons avec les dessins animés, parce que le dessin animé, en plus, fait quelque chose d'assez beau, c'est qu'il fait un hommage esthétique à Rox et Rookie, et plus loin, à Fantasia, par le découpage des séquences. L'attaque du loup qui se fait retenir par la bête, c'est d'une aberration ridicule. Le loup essaye d'attraper Belle, mais tout d'un coup on a la bête comme ça qui passe un peu en coupe-vent devant l'image pour pas qu'il morde Belle. Mais je trouve que c'est quelque chose d'assez paresseux, alors que principe du dessin animé, c'est un autre choix, mais je trouve que c'est un choix beaucoup plus exotique et efficace. On a Belle qui est en proie au loup, le loup va sauter sur elle, donc la caméra accompagne le loup, mais à un moment le loup se fait rattraper par quelque chose hors champ, le loup se fait virer du champ et on le rattrape dans un mouvement qui le met face à la bête qui lui gueule dessus. La bête renvoie le loup hors champ et tout d'un coup se met derrière Belle, mais presque il prend tout le fond, c'est-à-dire tout le background du plan est pris par la bête. On a Belle au milieu du cadre, donc l'élément central du cadre à sauver, et on a les loups qui sont, je crois, au premier plan, qui vont attaquer ce centre du cadre dans le film, mais je peux pas être aussi précis dans le film, mais je peux vous assurer que c'est pas du tout pensé, hein. C'est bâclé à mort. Ça me fait penser à la chanson Tuons la bête. Donc c'est une chanson chantée par Gaston. Et je trouve que quand il parle de la bête, eh bien je trouve que c'est en fait Bill Condon qui parle du film quand il dit, alors je le dis en français, hein, ombre rouge, bête infâme, tu perdras ton âme dans la rage du carnage. Eh bien c'est un peu ça La Belle et la Bête version 2017. Hein. C'est une bête infâme, tu perdras ton âme parce que t'es allé le voir, hein. Et bien sûr dans la rage du carnage de l'adaptation. Hein. Ah non mais c'est horrible. Ce film de Disney aurait pu être technologiquement innovant. Bon, il y a des incrustations 3D qui sont pas très belles. Sur Belle qui voit la hauteur de la tour, donc on part de la fenêtre de Belle et on descend, on dirait une cinématique de PlayStation 2, c'est absolument affreux. Les cheveux de la bête quand elle est dans son bain, c'est vraiment mal fait. Mais ce film aurait pu être innovant technologiquement parce que on aurait l'ambition technologique de faire coexister un personnage réel et un personnage virtuel qui n'existe pas. Et de cette coexistence viendrait l'histoire d'amour, parce que un film qui fonctionne de la même façon, mais pas totalement, c'est Avatar. Avatar, son principe, c'est de créer de l'émotion avec des acteurs en performance capture, parce que la relation forte et d'amour se crée avec deux personnes virtuelles. Alors, ce sont des gens qui sont en performance capture, mais les personnes sont virtuelles, les deux, c'est-à-dire Jake Sully et Neytiri. Dans ce film-là, on a un personnage qui est réel, c'est Emma Watson, et un personnage virtuel. Donc l'enjeu est beaucoup plus compliqué. Donc là, le film, en fait, a un enjeu supra important et supra compliqué. C'est de nous faire croire suffisamment à cette bête pour qu'on développe des émotions fortes. Je n'ai pas eu ça. De par exemple, le choix dont je vous disais un petit peu avant, c'est que la bête ne dit pas « je l'aime » dans le film. C'est Samovar qui le dit, rien que ces petits aspects-là, mais vous en avez partout. Et c'est là, en fait, où la bête peut rattraper le coche, c'est juste après, elle va chanter son désespoir. Ça remonte un petit peu l'estime qu'on peut avoir sur cette romance. Mais technologiquement, j'y crois difficilement. Il y a beaucoup de plans, d'ailleurs, où ils ne sont pas ensemble. C'est pour ça, je vous parlais de chant contre chant, mais ça permet aussi de réduire malheureusement l'impact de la relation entre les deux. Ils forment un couple et on voit pas assez ce couple ensemble dans un seul plan. Ou alors c'est des plans de transition, des plans qui n'ont quasiment aucune valeur en fait. Iconiser le couple. Ah bah non, le couple n'est pas iconisé. Quand il y a Belle qui soigne la bête, elle va tout d'un coup se retirer et parler avec le personnel, alors que dans le film,
Ils sont tous les deux au coin du feu, la bête est dans son fauteuil et Belle est en train de lui panser les plaies. Et on a un travelling arrière sur Belle qui lui dit merci de m'avoir sauvé la vie, et la bête qui lui dit je vous en prie. Et c'est extrêmement touchant parce que c'est la première fois où on sent quelque chose de fort. Et avec le feu, bien sûr, de la cheminée qui iconise la chaleur humaine, voilà, la chaleur des sentiments qui commence à se consumer, c'est formidable. Voilà, iconisation. Les mecs, ils savent pas iconiser. C'est monstrueux. Ce film, il est monstrueux parce qu'il fait tellement mal. Et moi, je suis de loin pas le meilleur placé. Alors, je suis vraiment pas du tout bien placé pour parler d'iconisation et de sémiologie. Comment on dit, la sémiotique de la culture, je crois. Dans le film de Gans, la relation ne marchait pas vraiment non plus, hein. En plus, le film maintenant est daté et les effets spéciaux en ont pris un coup, mais dans ce film aussi, ce sera la même chose. La bête ne fait pas trop faux par rapport à l'actrice, parce que bon, les effets spéciaux sont quand même de bonne tenue, mais créer de l'émotion, c'est très très difficile. Le dessin animé n'avait pas ce problème parce qu'ils étaient tous les deux en animation, en dessin. Donc est-ce que ça marche ? Je trouve que non, ça ne marche pas vraiment. Mais tout ça, ça revient à un même problème d'iconisation, hein. C'est comme la scène de fin. La toute scène de fin, la dernière scène, c'est-à-dire la scène où ils sont réunis, où ils font un joli bal. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est pas iconisé parce que le couple a beau être dans un plan général ou à peu près au milieu du cadre, c'est noyé sous une cohorte de gens qui sont en train de danser, alors que dans le dessin animé, il y avait une place gigantesque allouée à ce couple, au prince et à Belle. Ici, ils sont noyés dans un groupe, avec après des petits plans rapprochés pour montrer les couples qui se sont reformés, avec bien sûr les gens, alors je n'ai pas parlé de ça, mais c'est plutôt intéressant, c'est les gens qui ont perdu la mémoire, parce que la fée a effacé la mémoire des gens du village, et il y a certains couples qui se reforment, par exemple le mari de Madame Samovar qui la retrouve, ça c'est super, ça c'est réussi par exemple. Mais la fin du film, je crois que c'est une aberration aussi énorme que la fin d'Independence Day Résurgence. Dans Independence Day Résurgence, qu'est-ce que c'est que le dernier plan ? Eh bien, c'est un plan rapproché sur un personnage secondaire qui dit une énormité. Ça, c'est le plan de fin, le dernier plan, c'est-à-dire le plan qui est censé iconiser les personnages. Et l'intrigue, l'histoire, le film, la narration. Ça se termine sur un plan rapproché qui est presque une sorte de blague. Eh bien, dans ce film-là, on n'a pas de plan général pour montrer justement la fin du film, l'iconisation de l'harmonie et en même temps le plan général qui laisse développer la pleine puissance de l'orchestre et des chœurs à la fin. Non, on n'a pas ça. On a un espèce de vieux plan moyen sur la cantatrice et Stanley Tucci, donc deux personnages secondaires qui n'existent pas dans la version de 91. Et c'est un plan qui dure 2 secondes, qui ne sert à rien pour essayer de terminer un chant alors qu'ils auraient pu le terminer dans le plan général. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh non, ils vont pas terminer sur ce plan-là. » Ah bah si, bon voilà. Non mais de toute façon, c'est de la merde du début à la fin. Il y a 3 choses qui sauvent le film. Ces 3 choses, j'en ai pas vraiment encore parlé. La première de ces choses, c'est la chanson « C'est la fête », Be Our Guest. C'est une chanson qui est vraiment bien réussie parce que c'est la plus casse-gueule. C'est la plus casse-gueule parce qu'elle est entièrement en synthèse, puisqu'on a ces objets qui parlent et qui chantent. Il y a un déballage de couleurs qui est assez affolant, et aussi un enjeu qui est important, c'est nous faire toujours ressentir que ce sont des objets qui sont en train de faire ce délire et qui sont toujours sur la table. Et donc on montre toujours un rapport de miniatures qui sont en train de faire tout un show pour épater la Belle. Je trouve que c'est assez réussi, mais ce qui me gêne avec cette scène-là, c'est que d'une part, on ne montre pas la gastronomie française, c'est-à-dire qu'on aurait pu jouer sur les couleurs des aliments, ce n'est pas vraiment le cas, et aussi, on a des chœurs, on commence à avoir du chant. Et bien, qui chante, à part Lumière ? Parce qu'on voit les cousines de Plumette, mais on n'a pas les chopes de bière comme dans le dessin animé, on n'a pas les fourchettes par exemple, on n'a pas les cuillères, on n'a pas d'autres ustensiles qui sont en train de chanter. Non, on a juste Lumière et 2-3 trucs et c'est tout. J'étais un peu surpris qu'on ne voit pas plus d'objets, de meubles en train de se mêler à la fête, quoi. Ok, d'accord, j'étais un peu refroidi et puis ça cut au noir, brutalement, alors qu'on aurait pu continuer la scène normalement. Donc ça aussi, c'est une faiblesse de découpage. La deuxième scène,
qui m'a vraiment plu, c'est la nouvelle chanson. Alors, il y a quelques rajouts de chansons, mais celle-ci est la plus importante. C'est la bête qui crie son désespoir de laisser partir Belle. C'est une chanson qui est assez belle en VO. Je ne sais pas ce que ça donne en français, mais en VO, c'est plutôt beau. Mais il y a un problème de mise en scène, c'est que la bête, elle chante, ok, mais tout ce qu'elle fait pendant la séquence, c'est qu'elle monte en haut d'une tour pour crier son désespoir. Voilà, ce n'est pas très intéressant à regarder, et ce qu'ils auraient pu faire pour amplifier en fait l'émotion de cette scène, c'est de montrer que la belle s'éloigne de plus en plus du château et dans la forêt pour se rapprocher du village. Ça lui éviterait d'ailleurs de popper comme ça dans le village de nulle part, hein, parce que en créant justement la distance de plus en plus grande qui sépare la belle et la bête, eh bien on aura vraiment l'impression qu'elle aura parcouru une certaine distance avant d'arriver au village. Alors que là, on nous montre toujours qu'elle est dans l'enceinte du château jusqu'à ce que la musique se termine. Donc après, il y a aussi toute la forêt à traverser avant qu'elle arrive au village. Alors que, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Visuellement, là, c'est pas très intéressant parce qu'on ne voit que la bête qui monte en continuant à chanter. Le chant est super, mais visuellement, c'est pas très intéressant ce qu'on voit à l'écran. Alors qu'il y aurait pu vraiment avoir une dynamique de se réunir avec Belle par un montage alterné entre elle qui part et lui qui reste, lui qui est fixe. Donc voilà, il y a une dynamique qui je trouve échappe complètement à la chanson pour lui créer une plus grande ampleur, je pense. Et la dernière scène, qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que j'ai été plus ému par le destin des objets personnels que par le destin de la bête. Quand on a le dernier pétale qui tombe. Alors le pétale qui tombe, il y a un principe assez sympa, c'est que quand il y a un pétale qui tombe, il y a le château qui se barre en sucette et les objets qui deviennent de plus en plus objets. Quand il y a le dernier pétale qui tombe, le château s'éteint et le personnel devient un véritable objet, c'est-à-dire que Lumière devient un véritable chandelier et Big Ben devient une véritable petite horloge. Le principe est excellent parce que ils ont peur pour leur vie, de perdre leur âme, de perdre leur vie, et c'est beaucoup plus émotionnel en fait que la mort de la bête. C'est un peu gênant quand même, je pense. On va essayer de se dépêcher, je vais encore parler des chants et de la musique. Référence, je pense, aux années 60, ça chante beaucoup dans le film. C'est le film le plus chanté des adaptations live de Disney, avec les anciennes chansons et les nouvelles. On doit cette idée aussi à La Reine des Neiges. Alors quel est le rapport ? Le réalisateur en fait le lien en interview. Il disait que le grand succès de La Reine des Neiges, comédie musicale, a confirmé le studio dans une approche musicale du film, alors qu'ils avaient prévu un film beaucoup moins axé dessus. Alors toutes les chansons sont reformées pour être plus longues, avec des petits arrangements pour étirer le temps, dans un sens plus réaliste. Et aussi 3 nouvelles chansons créées par Alan Menken et Tim Rice. Howard Ashman est décédé pendant la création du film de 91. C'est un film aussi qui a un orchestre plus large, pour faire plus, avec des petits ajouts pour faire durer davantage le film. Et ça ralentit, ça casse le rythme, l'enchaînement en fait des paroles, de l'action, des refrains. C'est pas nécessaire, mais quand on connaît bien le dessin animé, c'est très frustrant de voir tout d'un coup des petits à-coups, plutôt que la fluidité des paroles. Quand on connaît l'original, ça peut faire mal. Quand on a la mémoire précise de chaque mouvement, de chaque parole. Et ça, encore une fois, dès la première chanson, on a déjà le panel de ce qui va être modifié par la suite. Alors bon, il y a déjà des aberrations, mais bon, ça, on n'est pas à une près. Hein, quand Belle prend carrément le pain des mains du boulanger et ne le paye pas. La chanson en elle-même est filmée d'une façon très mécanique dans son découpage. Les actions doivent être calculées par rapport au rythme, donc il y a un plan pour une action précise. Ça m'a un petit peu gêné et ça se voit en fait. Et puis il y a aussi des choses qui sont complètement connes. Hein. Quand on a Belle qui dit tu vois, je crois en français, you'll see en anglais. Et tu parles à qui là ? Tu parles pas aux villageois, tu parles pas aux spectateurs, tu parles à qui en fait alors que dans le dessin animé, encore une fois, eh bien, quand elle dit you'll see, eh bien, qu'est-ce qu'on a à côté ? On a un mouton parce qu'elle montre le bouquin au mouton, à une bête, un animal. Donc déjà une référence de ce qu'on va avoir plus tard. Donc voilà, encore une cohérence, mais ici c'est n'importe quoi. On a une espèce de tourbillon de la caméra avec derrière des fleurs. Qu'est-ce que c'est ? On est passé chez le fleuriste là. Pourquoi il y a des fleurs tout autour de
de Belle tout d'un coup, il n'y a aucune raison. Ça donne un aspect bien sûr un peu virevoltant et féerique, mais on se demande pourquoi en fait. Et puis encore une fois, le mec n'est incapable de faire un découpage intéressant parce qu'on a Gaston qui dit « Je ferai pour Belle un excellent mari » et tout d'un coup on a les autres qui reprennent le chant directement et qui cassent en fait l'élan de Gaston. Ce qui aurait été énorme, c'est de faire comme le dessin animé où on a Gaston qui est au milieu du plan, il y a plein de gens autour de lui qui hurlent voilà cette phrase et tout d'un coup on a tous les gens qui partent au quart de tour pour continuer le refrain et Gaston qui est coupé dans son élan au beau milieu des gens. Non, là on fait une succession d'inserts, donc on nous retire l'espace de Gaston et on a des gens dans d'autres coins du village qui sont en train de reprendre le refrain. Alors ce qu'il aurait fallu, c'est casser l'élan de Gaston, l'élan héroïque de Gaston. Donc encore une fois un autre choix, mais qui a énormément moins d'impact que dans le dessin animé où on avait Gaston en fond de plan qui était tout heureux de balancer sa réplique et tout d'un coup on a tous les habitants qui chantent et Gaston il se dit what the fuck. Donc je trouve qu'il y a vraiment un problème au niveau du découpage de cette séquence là. Mais bon, je peux aussi revenir sur une autre chose. Quand il y a la musique, il y a quelque chose qui encore n'existait pas. Je sais plus exactement le titre de la chanson. Les deux chantent. Les deux chantent, alors que dans le dessin animé, c'était une pensée intérieure, parce que bien sûr, ils n'osent pas se dire ce genre de choses. Donc ils le pensent, parce que c'est encore intime, c'est encore fragile, un peu léger, comme un espoir, n'est-ce pas? T'as mon ami, aux yeux de soi, tu as souri hier encore, je ne savais pas. Enfin voilà, mais ça, tu le penses, et c'est magnifique parce qu'on voit tout d'un coup Belle qui se cache derrière un arbre et qui est en train de penser la romance qu'elle est en train de vivre. Et tout ça, c'est dans le dessin animé, c'est magnifiquement bien pensé. Et tu vois dans les regards ils sont touchés, et t'as pas besoin de les entendre chanter. Tout passe par le regard, le regard. Ici, le mec ne sait pas filmer les regards, le mec a peur de ses acteurs, on les voit pas en gros plan. C'est des gros plans mécaniques sur Belle qui regarde Zip en train de faire ses bulles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Cette séquence-là, les acteurs chantent et quand on entend la bête chanter à ce moment-là, ça fait faux. Et il est à l'autre bout de la table, ils sont en train de prendre leur soupe. Je peux vous dire que ça fait bizarre, quoi. Alors qu'il y a toute une séquence dans le dessin animé où on a des petits oiseaux et la bête qui essaye d'apprivoiser un petit oiseau avec du grain dans ses mains. Là, il y a une espèce de cheval. On dirait qu'ils n'avaient pas d'argent pour les oiseaux en numérique, alors que franchement il y a des fois dans ce film un déballage d'effets spéciaux qui était franchement pas nécessaire, hein. Bon, je vais m'arrêter là, la vidéo elle est assez longue. Le film a une impression de vouloir encore plus nous épater, mais à force de vouloir en faire plus, il casse tout ce qu'il entreprend. Ce n'est pas le même film que celui de 91 et ce n'est pas un bon film. C'est un produit d'entreprise projeté à toutes les sauces pour faire un max de fric, parce que le fric c'est chic. C'est un film pour lequel je mets 10 sur 20 parce que, mis à part la production design et les costumes et certains moments dans le film, qui sont brefs, malheureusement, le film ne vaut pas grand-chose. J'espère qu'il ne valera jamais quoi que ce soit. Bien sûr, il marchera, mais bien grâce au film de 91. Hein. J'espère qu'il ne restera jamais dans les annales et qu'on l'oubliera au bout d'un moment. Ça ne dépasse pas du tout son modèle, c'est très 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 loin derrière, son existence ne se justifie pas et je ne suis pas convaincu que le monde ait eu besoin de ce film. Écran large disait d'ailleurs que c'est un film dénué de style propre, sans imagination ni ambition autre que de distribuer à son public une bonne dose massive de sérotonine mélancolique. Ce n'est pas honteux, quoique pour moi ça l'est, mais ce n'est pas vraiment du cinéma. Alors, suis-je trop cruel avec le film? Dites-le moi en commentaire, prouvez-moi le contraire en commentaire. Encore une fois, vous avez le droit de l'aimer, aucun souci. Mais ne venez pas me dire que ce film est aussi bien que celui de 91. Surtout si vous le considérez comme un remake. Si vous ne le considérez pas comme un remake, très bien. Et tant mieux si vous l'avez apprécié. Si pour vous c'est un remake, eh bien ça doit être un sacré mauvais remake. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Vous avez compris mon avis. Je n'ai pas fait le tour de toutes les questions et de tous les problèmes. Je ne souhaite pas qu'elle dure une éternité, mais je pense que là, j'ai terminé l'enregistrement. Je crois que ça sera sacrément long. J'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!